Et si je vous disais que l'État le plus vide des États-Unis est en réalité l'un des endroits les plus vivants de toute l'Amérique du Nord? Ça semble absurde, et pourtant, c'est exactement ce que le Wyoming s'apprête à vous prouver. Restez jusqu'au bout, parce que la raison pour laquelle cette terre semble endormie va complètement retourner votre perception. Et si ce genre de révélation vous parle, abonnez-vous, ça m'aide énormément à continuer ce travail. Sous nos pieds, dans cet état, la croûte terrestre ne mesure parfois que quelques kilomètres d'épaisseur, largement en dessous de la moyenne du continent. La chaleur y remonte presque jusqu'à la surface, et cette chaleur ne rugit pas toujours. Parfois, elle avance en silence, redessinant des paysages entiers non pas en quelques jours, mais sur des siècles entiers. Voilà le premier secret que presque personne ne comprend. Le Wyoming n'est pas spectaculaire parce qu'il est chaotique. Il l'est parce qu'il est patient. Mais la patience de cette terre cache une contradiction vertigineuse. Le Wyoming s'étend sur près de 253 000 km², soit environ 97 800 miles². C'est plus vaste que le Royaume-Uni tout entier. Et pourtant, moins de 600 000 personnes y vivent. À peine 2 habitants par kilomètre carré, environ 5 par mile carré. L'État le moins densément peuplé de tout le pays. Comment un territoire aussi immense peut-il rester si désert? La réponse ne tient pas au hasard. Elle tient à une guerre silencieuse entre l'homme et les éléments, une guerre qui dure depuis des millénaires. Bien avant les frontières modernes, des peuples autochtones traversaient ce territoire au rythme des saisons, suivant les troupeaux, l'eau, les vents. Et ces vents n'ont jamais cessé de souffler. Le Wyoming reste aujourd'hui l'une des régions les plus venteuses d'Amérique du Nord, avec des vitesses moyennes dépassant les 20 km/h, environ 12 miles par heure, toute l'année, et des rafales qui grimpent bien plus haut encore. Ce souffle permanent façonne tout. La végétation pousse plus basse, la neige s'accumule de façon imprévisible, et même les infrastructures modernes doivent s'y plier. C'est aussi pour cela que l'énergie éolienne prospère ici, sur une terre qui ne se repose jamais vraiment. Mais le vent n'explique pas tout. Cette région se situe à la croisée de plusieurs zones écologiques majeures. Les plaines montent vers des bassins, les bassins grimpent vers des montagnes, et ces montagnes alimentent des cours d'eau capables de parcourir plus de 1200 milles avant d'atteindre des océans lointains. Et pourtant, malgré toute cette eau en mouvement, le Wyoming reste globalement semi-aride. Certaines zones reçoivent moins de 250 mm de pluie par an, moins de 10 pouces, tandis que les altitudes plus élevées en reçoivent plusieurs fois plus, sous forme de neige. Un déséquilibre permanent, où une vallée peut fleurir pendant quelques semaines tandis qu'une autre, juste à côté, reste asséchée et nue. Et c'est là que l'histoire humaine bascule dans le tragique. Les premiers colons ont vite compris que cette terre ne pardonnait aucune erreur de jugement. Le chemin de fer a fait venir les gens. La nature, elle, a décidé qui resterait. Les températures pouvaient chuter de 30 degrés Celsius, plus de 50 degrés Fahrenheit en quelques heures à peine. Des tempêtes de neige ensevelissaient le bétail. Des sécheresses effaçaient des saisons entières de labeur. Et malgré tout, les habitants sont restés. Ici, l'identité ne s'est jamais construite sur le confort, mais sur la résistance. Une résistance qui façonne encore la vie quotidienne aujourd'hui. Dans certaines zones, la ville la plus proche peut se trouver à 80 km, environ 50 miles, sans aucun service entre les deux. Le réseau téléphonique disparaît. Les routes se dissolvent dans l'immensité. Et cet isolement, aussi rude soit-il, a offert quelque chose d'inestimable. Les grands mammifères se déplacent encore librement sur des territoires sans clôture, effectuant des migrations saisonnières qui dépassent parfois les 200 miles, guidées par un instinct plus vieux que la mémoire humaine. Le Wyoming est ainsi devenu l'une des régions les plus biologiquement intactes de tout le pays, non pas parce qu'elle a été protégée avec soin, mais parce qu'elle a toujours été trop difficile à dompter. L'agriculture, les mines, le développement, tout est arrivé ici, mais rien n'a jamais totalement pris le dessus. Une grande partie du territoire reste publique, gérée collectivement plutôt que privatisée, permettant aux écosystèmes de fonctionner à une échelle disparue presque partout ailleurs. Sous cette terre indomptée, dorment pourtant du charbon, du pétrole, du gaz, des minerais. Mais chaque extraction s'est toujours négociée avec le sol lui-même. Des villes ont surgi du jour au lendemain, puis se sont vidées aussi vite qu'elles étaient nées.
Certains lieux n'étaient jamais destinés à durer, et le Wyoming ne s'est jamais gêné pour le rappeler brutalement. Mais ce n'est pas le plus fou, car au cœur de cet état, un seul endroit concentre à lui seul toute cette violence géologique, toute cette instabilité, tout ce feu enfoui. Et ce lieu, vous le connaissez peut-être déjà de nom, sans jamais avoir compris à quel point il est vivant. Yellowstone repose littéralement au-dessus d'un système volcanique massif. La chaleur souterraine y affleure de façon si intense qu'elle contrôle absolument tout. La circulation de l'eau, les déplacements des animaux, et même les zones où les humains ont le droit de construire. Le parc couvre près de 9000 km², environ 3500 miles², et pourtant de vastes secteurs restent surveillés en permanence parce que les conditions peuvent basculer sans avertissement. Plus de la moitié des geysers de la planète se trouvent réunis dans ce seul territoire. La température du sol peut varier sur quelques mètres à peine. L'eau jaillit presque à ébullition, puis se refroidit brutalement en s'écoulant. Rien ici ne se stabilise jamais vraiment. Même la faune a dû s'adapter à cette instabilité, avec des déplacements saisonniers de 70 à 100 km, entre 40 et 60 miles, pour éviter les zones où la chaleur souterraine transforme la surface sans prévenir. Mais juste à côté de cette violence, quelque chose de totalement différent se produit. La même énergie, au lieu d'exploser, se met à construire. L'eau chargée de minéraux s'écoule lentement en surface, se refroidit et dépose du carbonate de calcium, formant des terrasses solides qui grandissent, s'effondrent, puis se reconstruisent sans cesse. Certaines de ces formations gagnent plusieurs centimètres chaque année, près d'1 pouce, ce qui en fait l'un des paysages qui évolue le plus vite de tout le parc. Ces terrasses ressemblent à des escaliers gelés, à une architecture impossible, et pourtant chaque courbe n'est que le fruit pur de la chimie. Les couleurs, blanches, oranges, brunes, parfois même vertes, proviennent de micro-organismes qui prospèrent à des températures précises. Et c'est là que tout bascule à nouveau, car plus profondément dans ce même système, la pression continue de monter, jusqu'à se libérer par à-coups, selon un rythme que personne ne maîtrise réellement. Cette imprévisibilité rend un geyser en particulier presque miraculeux, non pas parce qu'il serait le plus puissant du parc, mais parce qu'il est prévisible. L'eau s'infiltre profondément, chauffe bien au-delà du point d'ébullition, reste piégée jusqu'à ce que la pression la force à remonter. Lorsqu'elle jaillit enfin, elle peut s'élever à plus de 30 mètres, presque 100 pieds dans les airs. Le délai varie, mais le mécanisme, lui, reste d'une constance fascinante. Après chaque éruption, le système se recharge lentement, jusqu'à la suivante. Cette fiabilité a permis aux scientifiques d'étudier en temps réel le comportement géothermique, transformant ce site en véritable laboratoire naturel. Et quand cette eau sous pression finit par trouver un autre chemin, elle ne disparaît pas. Elle plonge, elle creuse. Pendant des milliers d'années, une rivière puissante a tranché à travers des couches de roches volcaniques, de cendres et de lave durcie, sculptant un canyon d'environ 39 km, presque 24 miles, avec des parois dépassant par endroits les 300 mètres, près de 1000 pieds. Contrairement aux canyons classiques taillés dans la roche sédimentaire, ces parois restent instables, s'érodant et s'effondrant continuellement. Les couleurs ne sont pas décoratives, elles sont chimiques. Le fer s'oxyde au contact de l'eau chaude et de la vapeur, teintant la roche de jaune, de rouge, de blanc. Chaque pluie, chaque fonte saisonnière poursuit ce travail, élargissant lentement la faille. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. Car en s'éloignant de ce noyau géothermique, le paysage change radicalement de nature. Ici, les montagnes ne s'élèvent pas progressivement. Elles jaillissent presque à la verticale depuis le fond de la vallée, sans colline de transition, sans annonce. La différence d'altitude entre la vallée et les sommets atteint par endroits près de 2100 mètres, environ 7000 pieds, sur une distance horizontale ridiculement courte. Cette brutalité n'est pas le fruit de l'érosion, mais d'une faille active. Cette terre ne s'est pas usée lentement, elle s'est brisée. Ces montagnes, relativement jeunes à l'échelle géologique, n'ont pas encore été adoucies par le temps ou le vent. Ce que l'on voit, c'est de la roche à nu, des crêtes tranchantes, façonnées davantage par la gravité que par les âges. D'anciens glaciers ont creusé cette chaîne, laissant derrière eux des vallées en forme de U
qui influencent encore aujourd'hui le parcours de l'eau. Et juste au pied de ces sommets abrupts se cache un lac né du silence et de l'effondrement des glaces. D'anciens blocs de glace, en fondant sur place, ont laissé un bassin profond et froid, pressé directement contre la roche. Le résultat est un lac qui paraît bien plus profond qu'il n'y semble, atteignant par endroits plus de 75 mètres, presque 250 pieds, restant glacial et d'une clarté remarquable toute l'année. Ce qui rend cet endroit si puissant, c'est la proximité brute. Les montagnes ne se dressent pas derrière ce lac, elles jaillissent immédiatement au-dessus de lui. Le son s'y comporte différemment. Le vent y accélère sans prévenir. Tout semble compressé, intense, concentré. Cette intensité ne dure pourtant pas. Un peu plus loin, le paysage s'ouvre et cette même eau se répand dans un lac bien plus vaste où les parois rocheuses reculent et l'horizon s'élargit sur plus de 20 km, presque 13 miles d'un bout à l'autre. Ici, ce n'est plus une question de profondeur, mais d'échelle pure. Et cette ouverture continue naturellement vers une vallée définie non pas par ce qui s'élève, mais par ce qui la traverse. Cette vallée s'étire sur près de 90 km, environ 55 miles, du nord au sud, formant un vaste corridor entre les chaînes de montagnes. Contrairement au bassin fermé, elle reste ouverte, laissant passer animaux, tempêtes et voyageurs plutôt que de les retenir. Les migrations saisonnières empruntent encore aujourd'hui des routes établies bien avant les frontières modernes. Mais le plus étrange reste à venir. Car au milieu de plaines par ailleurs douces et ondulantes, une structure rocheuse s'élève seule, sans appartenir à aucune chaîne, sans lien avec aucun système montagneux. Cette colonne atteint environ 386 mètres, presque 1267 pieds de haut, avec des flancs tellement verticaux qu'ils paraissent presque artificiels. Contrairement aux montagnes formées par compression, cette structure a commencé comme de la roche en fusion durcie sous terre. Avec le temps, les couches plus tendres qui l'entouraient se sont érodées, exposant ce noyau solide. Le plus frappant reste sa géométrie. En refroidissant, la roche s'est fracturée en longues colonnes verticales, un motif rare provoqué par une contraction uniforme. Ces colonnes n'ont pas été sculptées, elles sont le pur produit de la physique, figé dans le temps. Pour les cultures autochtones, ce site porte depuis toujours une signification spirituelle profonde. Pour les scientifiques, il reste un cas d'école en matière d'érosion et d'intrusion volcanique. Deux regards, une seule certitude, ce lieu impose le silence. Puis vient d'histoire humaine, plus modeste mais tout aussi révélatrice. Une ville s'est développée là où le voyage, l'approvisionnement et la survie se rencontraient, portant le nom d'une figure légendaire de l'Ouest américain, devenant une porte d'entrée vers l'immensité sauvage autant que vers un mythe d'expansion et de spectacle. Ce qui la rend intéressante, ce n'est pas sa taille, mais sa fonction. Un point de passage pour les voyageurs, les marchandises et les récits destinés à un public bien au-delà des plaines. Et plus loin, à mesure que les routes s'éloignent de cette ville, le paysage se dénude à nouveau. L'eau se raréfie, les couleurs changent. Des parois de canyons s'embrasent littéralement en teintes de rouge et d'orange, formées par des couches de sédiments déposés il y a des centaines de millions d'années, soulevés puis sculptés par une rivière suivant la faiblesse de la roche plutôt que sa résistance. Le résultat est un corridor profond s'étirant sur des dizaines de kilomètres, avec des falaises dépassant par endroits les 300 mètres, presque 1000 pieds. Ici, le désert brutal rencontre l'eau vive, la chaleur rencontre la profondeur, l'immobilité rencontre le mouvement perpétuel. Et enfin, alors que ce canyon s'élargit et que le relief s'aplatit à nouveau, on arrive au point où tout se referme, là où le vent qui a façonné tout ce territoire depuis le début trouve enfin sa véritable utilité. Une ville est née là où les rails ont rencontré la plaine ouverte, devenant un carrefour vital pour le transport et les communications à travers tout l'intérieur du continent. Les trains pouvaient alors franchir plus de 300 miles en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Le vent, ici, ne s'arrête jamais. Le terrain ouvert n'oppose presque aucune résistance, laissant les tempêtes traverser librement les plaines. Et c'est précisément cette exposition permanente qui a rendu cette ville résiliente. Les informations circulaient plus vite, les ressources arrivaient plus rapidement.
Après des jours de silence, de distance et de paysages bruts, c'est ici que le Wyoming se connecte enfin au reste du monde. Et c'est là que la boucle se referme enfin. Le Wyoming n'est pas vide, il est sélectif. La chaleur, la glace, le vent, la distance et le temps décident ensemble de ce qui survit à la surface et de ce qui s'efface. Chaque lieu que nous venons de traverser n'est pas une merveille isolée, mais l'expression d'une seule et même force, révélée sous des formes différentes. Et une fois qu'on a compris ça, cette terre ne semble plus silencieuse. Elle semble intentionnelle. Dites-moi en commentaire quel paysage vous a le plus surpris, et si cette plongée dans les terres sauvages vous a plu, la prochaine vidéo sur les archives des grandes catastrophes aériennes va probablement vous captiver tout autant.